Bonsoir et bienvenue à toutes et tous à cette 10e conférence portant sur les questions urbaines dont le titre est « Budget participatif pour développer des projets urbains par et pour les citoyens et citoyennes ». Alors ce soir, je pense que les conditions météo font qu'on a moins de monde que prévu en présentiel, mais on se réjouit du nombre d'inscrits à distance. Donc pour introduire la soirée, les budgets participatifs font partie des moyens participatifs pour impliquer davantage les citoyens dans les projets menés par la commune. Nous voyons que différentes villes ont mis en place, avec des bilans parfois très positifs sur l'implication des citoyens et citoyennes, et parfois des bilans plus nuancés. À Yverdon-les-Bains, il existe différents fonds pour que les citoyens et citoyennes peuvent solliciter pour financer des projets, comme par exemple la bourse aux projets durables. Celle-ci s'adresse à la société civile, proposant 4 échéances par année afin que les projets puissent être évalués par une commission consultative composée de représentants et représentantes de la durabilité d'Yverdon-les-Bains. Les projets soutenus jusqu'à ce jour sont multiples. Depuis 2009, la bourse aux projets a permis la concrétisation de plus de 130 projets. Toutefois, nous savons que ce n'est qu'une forme parmi tant d'autres donnant accès à du financement communal pour des projets imaginés par les habitants et les habitantes. L'objectif de cette soirée est d'une part d'avoir un aperçu général des différentes formes des budgets participatifs pratiqués à travers le monde, et pour cela nous avons la chance d'avoir un spécialiste de la question qui travaille sur ce sujet depuis plus de 40 ans, et d'autre part, 30 ans, et d'autre part d'analyser un exemple parmi d'autres, le budget participatif de la ville de Paris, qui a été analysé en détail par notre seconde intervenante, qui mettra en évidence les enjeux pratiques de ce type de dispositif. Cette soirée se conclura par un moment d'échange avec le public, durant lequel vous aurez la possibilité de poser vos questions. Je profite de préciser quelques points techniques. Cette conférence est rediffusée en ligne. Les micros des personnes présentes à distance sont coupés, c'est tout à fait normal. Mais vous avez la possibilité de formuler vos questions via le chat. Les questions et réponses que nous traiterons lors de la discussion avec le public. Avant de lui céder la parole, je procède à une brève introduction de notre premier intervenant. Le professeur Yves Cabane est spécialiste des questions urbaines, activiste et scientifique. Depuis plus de 40 ans, il est investi dans les questions portant sur le droit au logement, ainsi que les initiatives citoyennes, notamment les budgets participatifs. Depuis les années 90, il a contribué au budget participatif à travers la recherche, l'implémentation de projets et l'enseignement. Consultant senior de la municipalité de Porto Alegre au Brésil, il est devenu professeur émérite de planification du développement à l'Université College de Londres en 2015. Je lui cède donc la parole. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Enchanté d'être dans un château pour parler de participation. C'est quand même pas courant et donc intéressant. Alors, merci aussi à Julien, merci à Zoé, à la municipalité qui nous a invités, c'est quand même gentil. Ça. Et donc merci. Alors, ce soir, je vais... tout d'abord, combien d'entre vous ont entendu parler ou pratiquent le budget participatif? Juste que je sache qu'ils le connaissent. D'accord. Donc, dans un premier temps, je vais prendre 8 points pour faire un petit peu les basics, les aspects de base, un peu qu'on parle le même langage, etc. Et dans un deuxième temps, on va faire un petit tour du monde, type Covid, c'est-à-dire en immobile, pour que vous voyez les tendances actuelles sur les questions de budget participatif, parce qu'en 30 ans, ça a bougé pas mal, et ça continue de bouger. Et puis dans la première partie, c'est aussi pour bien montrer les différences qui peuvent exister. Donc, j'ai pris cette première image, ça passe bien? Oui, donc, ok. Voilà. Depuis plusieurs années, la ville d'Yverdon-les-Bains mène des démarches participatives dans divers domaines. Et ce soir, donc, on a cette petite soirée conférence, débat
sur les budgets participatifs, donc avec Estella Ibrahima, qui nous parlera de Paris, et puis et moi-même, Yves Caban. Alors, donc on s'est dit avec Julien 25 minutes, 25-30, donc j'ai retrouvé mon réveil. Donc, des données de base et surtout comment différencier dans leur hétérogénéité les budgets participatifs. Alors, je pars de la première de la vieille définition de Porto Alegre où le BP s'est mis en place en 1989 dans quelques municipalités du Parti des travailleurs. Il en existait 4 sur 5500 municipalités. Donc quelque chose de totalement pionnier et qui ne vient pas des organisations internationales mais qui est né des luttes, disons, post-dictature. Alors, au départ, c'était un mécanisme, donc c'est un processus, par lequel la population définit la destination d'une partie ou de la totalité des ressources publiques. Pour la petite histoire, Porto Alegre, 100% du budget d'investissement, vous imaginez ce que ça représentait, 100% était mis à débat. Aujourd'hui, c'est quelques pourcents, souvent dans la majorité des cas. Donc c'est un processus de démocratie directe, donc c'est ceux qui participent qui décident, universel et volontaire, par lequel la population peut débattre, donc cette dimension centrale de la délibération publique, du débat, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment se souvenir. C'était le plus de démocratie. Ce n'est pas simplement le vote, mais c'est la voix. C'était retrouver la voix et le débat. Et ce ne s'arrêtait pas au budget. C'était aussi définir les politiques publiques. Ça allait assez loin. Et ça a été largement pratiqué. Le PB combine donc de la démocratie directe et de la démocratie participative. Alors, ce qui explique en très grande partie le succès, c'est que c'est un processus participatif, mais qui a une spécificité parce qu'il a des résultats tangibles pour la population en peu de temps. Alors, probablement l'une des principales innovations de ces 30 dernières années dans le domaine de la démocratie participative et de l'action publique. Essayez de voir la panoplie des systèmes de participation que l'on a, planification participative, droit d'initiative, enfin il existe toute une panoplie de choses. Mais celle-là, on a les chiffres varient, mais plus de 6000 expériences aujourd'hui. Et ça, c'est quand même énorme. Et dans certains pays, ça a pris beaucoup d'importance. Alors, s'il y a bien une slide ou une diapositive qu'il faut piger dès le début, parce que ça va être mon cadrage un petit peu conceptuel pour qu'on classe les différentes choses, vous avez 3 types de bases, vous voyez les 3 couleurs qui sont ici. Vous avez des budgets participatifs qui sont qu'on appelle à base territoriale, c'est-à-dire tous les projets sont valables, et vous allez faire cela, que ce soit dans votre quartier, dans un arrondissement, sur la ville dans son ensemble, sur une métropole. Mais donc c'est de la base territoriale, avec tout projet possible. Voilà un premier modèle. Le deuxième type, ce sont des thématiques, c'est-à-dire vous mettez 100% ou 80% des ressources sur les espaces publics, sur du logement, sur de l'environnement, sur des thèmes qui sont portés souvent par la municipalité ou poussés par des citoyens quand ils sont très organisés. La majorité des budgets participatifs, type Porto Alegre, je vais surtout utiliser cela parce que pour faciliter, pas parler de centaines de villes, vous avez 17 régions avec de l'argent qui va dans chacune des régions, bon, c'est 1 600 000 habitants, et puis vous allez voir 6 thématiques qui ont été choisies par les habitants. En l'occurrence, c'était l'assainissement, en l'occurrence, ça pouvait être les transports, et ils changent au fur et à mesure. Donc ce n'est pas du tout figé, c'est un aspect très important. Ils évoluent d'année en année, ils sont réinventés chaque fois. Mais l'intersection, vous voyez, des 2 couleurs, thématique et base territoriale, c'est là qu'à cette intersection qu'on trouve la majorité du budget participatif. Mais il faut avoir cela en tête par rapport à l'architecture que vous voulez donner, par rapport à votre ville. Et puis, plus récemment apparu, vous avez les budgets participatifs destinés à certains types d'acteurs, que ce soit les groupes les plus vulnérables, personnes âgées parfois c'est des migrants, parfois c'est les GLBTT, voilà, et parfois c'est plusieurs d'entre eux. Et un qui marche beaucoup, qui est en pleine expansion et que je vous suggère vraiment de réfléchir pour ici même, ce sont les budgets participatifs jeunes ou enfants, dans lesquels vous allez couper un morceau de votre pizza, quoi, de l'argent disponible, et puis vous allez faire des budgets dans les écoles, vous allez faire des budgets dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires,
En général, c'est très intéressant parce qu'au conseil municipal, ça passe bien. Et vous devenez dans un budget participatif supramunicipal, supraparti. Donc ça gomme assez les histoires des partis. Et ça a des résultats, on peut en parler si vous le souhaitez. Voilà. Alors voilà, comme exemple de thème à l'intersection, hein, je vous ai mis les espaces publics, parce qu'ils sont souvent demandés, parce qu'ils résolvent pas mal de tensions dans la ville, et c'est un peu aussi les agoras, quoi, au sens grec du terme, c'est-à-dire la place publique où on peut débattre. Et ils sont... et je vous pose la question, qui est celle centrale souvent, c'est quels espaces publics souhaitez-vous, vous, pour votre ville? Vous, pour votre quartier, quel qu'elle soit. Et c'est quand même cela qui compte. C'est pas que ce soit de la consultation, le gouvernement local a mis en place des idées. Non, c'est vous, comment vous souhaitez, par exemple, avoir vos espaces publics. Pour les jeunes, comment vous allez régler les histoires entre les jeunes et les personnes âgées, des bancs ou des jeux pour les enfants, ou les deux. Bon, c'est quand même intéressant comme question. Alors, le deuxième élément conceptuel qui vaut la peine de regarder, c'est que vous avez plusieurs logiques, si on regarde ces milliers. La première, c'était le départ, hein, c'était démocratiser radicalement la démocratie. Le budget participatif, à Porto Alegre et puis dans centaines de villes qui ont suivi ce modèle, consistait non pas simplement à sélectionner des projets, à les prioriser et les débattre, mais aussi et surtout à élire des élus communautaires, des délégués, qui à leur tour élisaient un conseil, mais vous construisiez un pilier communautaire qui pouvait être un contre-pouvoir par rapport au modèle dominant. Donc c'était quand même un souci très très politique. 32 ans après, à Porto Alegre, eh bien, ils sont toujours là. Et la continuité, malgré les changements, vous avez entendu parler de Bolsonaro, etc., malgré les changements de cap, ceux qui ont maintenu le budget participatif, c'est quand même le conseil du budget participatif. Donc c'était vraiment très radical de ce point de vue, très politique. Le deuxième dont je vais parler, c'est la troisième ligne, c'est la bonne gouvernance. C'est-à-dire, par rapport à de la non-participation des gens et des gouvernements souvent distants des citoyens, le budget participatif est un outil pour faire dialogue, pour qu'on puisse, entre les parties prenantes d'une ville, pour pouvoir faire en sorte qu'elles discutent. C'est de la bonne gouvernance, au sens de ce qui est sorti à la fin des années 90. Et bien, c'est une logique, disons, donc, de bonne gouvernance. Et là, alors, celle-là, c'est la majoritaire. Les radicaux, il n'y en a pas tellement, en fait, maintenant. Et puis, la troisième, c'est une logique technocratique et gestionnaire. C'est-à-dire, les citoyens deviennent des clients. Ça se pratique beaucoup en Allemagne. Et donc, on essaye d'optimiser les ressources, souvent en réduisant les dépenses, très État néolibéral, en fait. Et on discute tout le budget. Et ça marche assez bien aussi. Mais c'est de la gestion financière privée, disons, appliquée aux gouvernements locaux. Ça s'appelle le New Public Management, pour ceux qui sont intéressés par la théorie. Alors, l'autre aspect, le sixième, c'est que c'est un cycle annuel, normalement. Donc, ce n'est pas un événement isolé. Donc, il y a tout un processus d'élaboration, on lance les idées, on fait de la co-construction de projets, puis des assemblées, analyse technique par les services de l'administration, et tout cela est transformé aussi en valeur, et puis après il y a du vote. Voilà. Au départ, il était essentiellement présentiel. Mais cela n'est que le premier cycle. Au bout du premier cycle, vous avez une liste de projets avec des valeurs qui devront être exécutées. Souvent, malheureusement, les budgets participatifs se limitent à ce premier cycle. Et comme il est souvent dit, s'il n'y a pas de participation pour le cycle 2, c'est-à-dire celui qui commence quand il y a l'argent sur le projet, et qui termine quand le projet est inauguré, c'est-à-dire la mise en place, quoi, la mise en exécution. Si vous n'avez pas de participation dans ce deuxième cycle, en général, les gens ne sont pas très, très satisfaits parce que ça ne correspond pas à leurs idées qu'ils n'avaient pas formulées souvent. Les surcoûts sont plus communs parce que ça va être des entreprises qui vont se substituer à des habitants ou des enfants qui ne voulaient pas un grand parc, qui voulaient juste de l'ombre et pouvoir s'amuser avec une dizaine d'arbres. Donc en général, les attentes des citoyens sont bien moins chères, en fait, que les projets passés à la moulinette des agences d'urbanisme, etc. Et ça, c'est important, et c'est un gros problème
qui fait que les gens perdent confiance si vous n'exécutez pas vos projets bien, comme ils l'attendaient, et dans un délai bref. Alors ça, c'est les méthodes. Et puis vous avez un autre, l'exemple de Nantes, solution qui est au fil de l'eau. Vous n'avez pas ce cycle-là, mais les habitants peuvent formuler leur projet avec l'appui de la municipalité, et ils se réunissent 7 fois par an à Nantes. Et donc quand le projet est mûr, il n'y a pas de vote, le projet est mûr et il est très citoyen, et bien il sera approuvé par la municipalité. Donc on appelle ça au fil de l'eau, c'est assez récent, et c'est assez intéressant aussi d'y réfléchir. Donc ils ont 7 sessions dans l'année, il pourrait y en avoir 8 ou autres. Et donc vous passez 1 ou 2 projets au fil de l'eau jusqu'à ce que les ressources soient épuisées. Alors, principe propre au budget participatif, le montant des ressources, ça c'est le cœur de l'affaire, sur le backbone, la vertébrale. Le montant des ressources publiques mises en débat doit être significatif. C'est-à-dire, vous avez des budgets participatifs où il y a 100 € ou 100 francs suisses par habitant par an. Donc pour une ville comme Yverdon, c'est combien Yverdon 30 000 ? Mais ça te donnerait 3 millions. Et puis il y en a d'autres où c'est 1. Et de plus en plus, ils sont de moins en moins dotés. Donc ça vous donnerait 30 000 à 30 millions. Donc on met ça dans le même espace, mais moi, mon expérience, c'est qu'à moins de 10 €, vous voyez, qui donne 30 000, ça te fait 300 000, mettons. Les résultats sont dangereux parce qu'il y a plus d'attentes dès que ça commence à fonctionner. Et ceux qui n'ont pas leur projet soutenu, eh bien, ils piaffent un peu, et puis ça fait un vrai problème. Au bout du compte, vous avez plus de participation, moins de sous. Donc c'est important. C'est un cycle structuré, c'est-à-dire il faut l'annoncer tel quel, avec des dates, donc qui durent toute l'année. Le troisième, c'est, comme je le disais, la délibération est au cœur des budgets participatifs. Ce sont des espaces de création d'intelligence collective. Donc, ce n'est pas du choix individuel, c'est quand même de pouvoir en parler, on ne se tape pas dessus, mais on discute de votre idée, de mon idée, et puis on part du dissensus pour arriver au consensus, comme on dit. Voilà. Et cette délibération, c'est celle qui va donner la qualité et le succès. Et puis le rendu des comptes, on n'en fait jamais assez. Les gens doutent tout le temps. Et donc, rendre des comptes en public, viennent qui viennent, par écrit, c'est fondamental pour rétablir de la confiance. Et la confiance, elle se diffuse entre les habitants. Voilà. En résumé, le budget participatif, il permet l'inversion de 3 types de priorités. Les premières, ce sont les priorités spatiales, c'est-à-dire c'est permettre à des ressources publiques d'atteindre les quartiers ou les espaces ou les rues qui sont les plus oubliés. C'est-à-dire on ne met pas l'argent où naturellement, pour faire des villes compétitives aujourd'hui, des centres anciens qui vont être le cœur de la ville pour accueillir des nouveaux riches, des nouveaux personnes. Mais c'est tout le contraire. C'est d'essayer que les ressources soient calées pour aller vers là où il y a le plus de besoins en termes spatiaux. Et vous avez des mécanismes pour faire de la péréquation. Plus d'argent vers les lieux. La deuxième, c'est quand même l'inversion des priorités sociales, d'atteindre les plus démunis, d'atteindre ceux qui ont moins de ressources. Et c'est à ça que ça doit servir, en général. Et puis la troisième, c'était l'inversion des priorités politiques. C'est-à-dire permettre à ceux qui n'ont jamais eu de pouvoir, ou très peu de pouvoir, d'en acquérir davantage. Donc ça, c'est quand même un calibrage qui est assez intéressant à faire. On a la chance d'avoir Estella qui a travaillé dans des quartiers, justement, qui étaient des quartiers à Paris. Les quartiers, comment ils s'appelaient quartiers populaires, voilà, les quartiers populaires, qui a été un plus de la ville de Paris. On va examiner ce point-là, parce que ce n'est pas très simple. Voilà, quelques évolutions récentes sur le plan mondial. Je vais me limiter ici, je crois, à 5 points. Le premier, c'est que malgré tout ce que l'on dit sur la fatigue à participer, ceci, cela, en 30 ans, 32, 33, croissance et expansion mondiale irréversible et dans une énorme diversité. Donc 89 au Brésil, puis c'est passé en Amérique latine, et puis l'Europe au début des années 2000, Afrique, 2003 en particulier, et puis il y en a 120, 130 au Cameroun, vous voyez, c'est pas quelque chose qui s'arrête. Corée, Chine et Asie, aussi contre-intuitif qu'on veut le penser, Chengdu, 4000 expériences, une ville de 20 millions d'habitants, donc c'est pas petit, 4000 villages et zones périphériques qui pratiquent le budget participatif, énorme, avec beaucoup de ressources. Les pays arabes, quelques expériences, que ce soit en Tunisie, au Maroc,
en particulier, échec sur l'Égypte, bon, mais ça discute. Et puis plus récemment, j'étais là il y a 15 jours, donc c'est Asie centrale. En ce moment, en Ouzbékistan, par exemple, vous avez un programme national sur les budgets participatifs. Donc, il y a peu de régions maintenant qui ne sont pas infectées par les budgets participatifs, je dirais. Et donc, c'est tant mieux pour la démocratie et tant mieux pour les gens. Le deuxième, c'est les grandes métropoles et les capitales, contrairement à ce qui s'est passé au départ, dû à leur complexité, elles brillent de plus en plus dans le firmament, disons, des budgets participatifs, et souvent, c'est elles qui sont porteuses de radicalité, alors que souvent, avant, Porto Alegre n'est pas une capitale, Rosario non plus, etc. Et maintenant, c'est un phénomène tout à fait mondial, et cette affiche nous vient donc de Paris, pour aussi faire le pont avec ce que va raconter Céla Ibrahimi. Avec des innovations, mais ça, une en particulier qui me paraît intéressante, c'est la co-construction des projets. Souvent, les initiatives des habitants sont très faibles. Ils ont une petite idée, mais c'est 2-3 lignes. Et donc, s'il n'y a pas un effort pour faire de la co-construction avec d'autres, ils ne sont pas suffisamment puissants, ils n'appellent pas assez de votes. Alors, le troisième point, c'est qu'à l'origine, les budgets participatifs étaient essentiellement au niveau des communes. D'accord ? Et maintenant, ce que vous observez, c'est que les budgets participatifs, ils sont dans certains districts d'une commune ou dans certains arrondissements ou dans les quartiers plus ruraux, il y a des budgets participatifs qui ne sont que dans les zones rurales de municipalités pour compenser, faire l'inversion des priorités spatiales. Donc voilà. Donc ça c'est tout à fait en bas et souvent très intéressant pour démarrer. On ne démarre pas sur l'ensemble de la ville, on essaye de tester sur des pilotes dans certains endroits. Ça permet un peu de réduire les risques et puis de commencer avec ceux qui sont intéressés. Et puis, aussi, ils existent à l'échelon métropolitain, je parle de Chengdu. Alors, une nouveauté quand même sur ces 10 dernières années, c'est de plus en plus de budgets participatifs au niveau des régions, des provinces, de ces regroupements supramunicipaux. Et il y a même des expériences au niveau du budget participatif sur le plan national. Je citais l'Ouzbékistan, mais il y a la Corée du Sud et quelques autres pays. Alors, le quatrième point, c'est le débordement. Ce que j'appelle le débordement, c'est-à-dire il y a des expériences multiples au-delà de la sphère publique au sens strict. Vous avez par exemple des budgets participatifs dans des écoles, des budgets participatifs dans des universités où les étudiants discutent du budget de l'université, vous vous rendez compte, si on réfléchit à cela en Suisse ou en France d'ailleurs, ou en Angleterre, je ne suis jamais arrivé à faire bouger d'un petit millimètre cette affaire-là dans ma propre université. Dans des ensembles de logements sociaux ou des coopératives. Mais il y a des ordres des architectes qui ont décidé de passer au budget participatif, par exemple, au Portugal. Donc ils discutent de tout le budget ensemble, entre architectes. Et voilà. Donc ce débordement, il est très intéressant. Le cinquième point, c'est celui... Alors, par rapport au projet financé, vous avez toujours une priorité sur les petits équipements de quartier, je dirais, de la démocratie de proximité. Donc du solide, quoi, de l'investissement... avec des pierres et du béton, quoi. Voilà. Mais par contre, il y a toute une nouvelle gamme de thèmes qui émergent. Là, d'une part, la dimension économique, la création de richesses et le soutien à l'économie sociale et solidaire. Plein de choses. Chine, Indonésie, Afrique, et ça c'est un tournant important, c'est-à-dire c'est pas simplement une politique sociale, mais c'est une politique aussi d'appui économique. Par exemple, ici je suis à Séville avec des jardins ouvriers intergénérationnels, au fond vous pouvez voir les gosses qui viennent apprendre ce que c'est l'agriculture biologique par des retraités dans un pays où le problème du logement fait que les retraités, plus la deuxième génération et la troisième, ça a tendance à faire très lourd dans les logements sociaux. Et donc ça devient, l'espace public devient un espace de compensation, et pour le bien de la planète quand même, quoi. Ça, les jardins communautaires, etc., apparaissent de plus en plus. Et puis un nouveau qui est une contribution complètement sous-estimée, et là j'ai plusieurs recherches là-dessus, et puis de l'application directe. On vient de finir la caravane européenne des budgets participatifs verts pour lutter contre les effets du changement climatique. Et là, il y a des centaines de projets passionnants qui se mettent en place, que ce soit sur les questions énergétiques. Ça, c'est un thème très porté et qui est un fameux thème possible, quoi, développement durable ou éco-citoyen. Et chaque fois qu'on analyse, ça marche plutôt très bien. Voilà. Alors,
Je ne voulais pas finir simplement en étant exercice écuménique d'un prêche absolu sur c'est très bien. Voilà. Mais surtout maintenant, je vais m'attacher justement à autre chose. Ce n'est pas si simple. Donc ça demande à réfléchir, à savoir où sont les pièges. Et donc, voilà, les 2 dernières slides, il y en a 2. Je les ai mises là-dessus. Je vais aller assez vite puisqu'on a 5 minutes. Mais s'il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on revienne, que ce soit pour nos amis qui nous écoutent en live, que ce soit ici en présentiel, de tout cela, c'est quels sont les défis actuels et les défis pour le futur, c'est-à-dire que vous allez rencontrer. Alors, le premier, j'en ai parlé un tout petit peu, mais c'est quand même, ouais, c'est comme s'il y avait 2 jambes, quoi, budget participatif. Souvent, vous avez un P de participation qui est énorme, avec des méthodes, des processus, des débats, des écrits scientifiques, etc. Mais pour qui viennent du terrain, c'est très bien, mais c'est, je dirais, un P majuscule. Donc c'est bien. Mais par contre, très souvent, les budgets, et tendanciellement, c'est de pire en pire, ils sont à 1, 2, 3, 4, 5 euros par habitant par an, ou francs suisses pour habitant par an. Et ça, avec ça, on ne va pas très loin, et on génère donc de la frustration. Et c'est un thème sérieux, c'est-à-dire les gens se désengagent, parce que leurs belles idées ne sont pas valorisées, donc c'est là qu'est la mine d'or, souvent. Et donc ça vous fait une démarche un peu claudicante, quoi. C'est-à-dire, ce qu'il faut essayer d'avoir, c'est une participation qui soit à l'échelle de votre budget. Et donc ces méthodes, la participation, ça ne sert à rien parfois de faire un énorme effort de participation si vous avez 3 sous à discuter. Mais par exemple, si vous avez des ressources un peu plus importantes, ça vaut le coup qu'une partie de ces ressources, ça soit pour renforcer les équipes, pour soutenir, qu'on ait des ressources pour soutenir la formulation des projets, comme d'ailleurs c'est fait à Paris. Il y avait 1 million qui avait été voté pour que des assos, des ONG internationalement, des associations, des professionnels, des secteurs privés, etc., aident des petites initiatives, qu'elles soient dans leur quartier, à passer de l'idée au projet plus visible, qui peut être plus entendu par les autorités locales, vous voyez, par les équipes techniques, quoi, tout simplement. Et cette marche équilibrée entre B, P et, si possible, les 2 majuscules, ça, c'est quand même sacrément important. Et moi, je vois une dérive actuellement sur ce que j'appelle des budgets participatifs cosmétiques. On met 3 sous et puis on n'en part. Et je n'ai rien contre la ville de Lausanne, mais oui, c'est bien Lausanne. Je suis à Yverdon. Donc Lausanne a mis en place un budget, je ne veux pas faire d'erreur, a mis en place un budget participatif, mais quand qu'ils ont présenté à l'OIDP, à l'Observatoire international des démocraties participatives. Mais quand j'ai regardé les ressources en cours, c'est très très bas. Même s'ils le font sur le fonctionnement, c'est une vraie innovation, certainement, et non pas sur les investissements, donc ça coûte moins cher. Mais tout de même, ce sont des ressources extrêmement faibles. Et donc, ça, il faut vraiment, c'est très important. Le deuxième, c'est comment mieux inclure les plus vulnérables. Sûrement, une des limites des budgets participatifs à ce jour, après 30 ans, c'est que dans certains pays, que ce soit les femmes, où elles ont peu d'espace, où souvent elles sont chefs, enfin, comment on dit, chef de foyer, responsable de foyer, je ne sais pas comment vous dites ensuite, mais, et donc participer pour elles est une grosse difficulté. Dans d'autres endroits, ça va être les migrants, d'autres les réfugiés, etc. Donc tous ces, ou d'autres groupes sociaux. Et donc c'est comment mieux inclure les laissés pour compte, toutes celles et ceux qui manifestent leur insatisfaction ou dans la rue ou par le silence et qui ne participent pas. Donc ça c'est un vrai enjeu. Et parce qu'on peut faire des très beaux projets pour des groupes homogènes, mais voilà, on ne fait pas l'inversion des priorités sociales. Alors l'autre, c'est accéléré par le Covid, l'hyperdigitalisation des budgets participatifs. Tout devient sur une plateforme, il suffit d'appuyer sur des boutons ou de prendre 2 secondes pour envoyer un projet en pensant que c'est du budget participatif. Mais la délibération est très faible. Ceux qui ne sont pas familiarisés avec Internet tendent à ne pas participer. Donc ça, c'est quand même un problème. Et surtout, les ressources seront concentrées et portées, ou débattues, et accaparées, c'est ce qu'on appelle elite capture in English.
c'est que ça va être certains groupes, que ce soit les jeunes qui sont plus familiarisés, qui vont mobiliser avec des SMS, toute une partie de la population, mais ça ne fait pas avancer profondément la démocratie. Alors l'équilibre, ce qu'on appelle les budgets participatifs hybrides, où on va réserver certaines phases, par exemple l'enregistrement des données, etc., ou des idées, c'est important. Oui. Donc ça, c'est l'hyperdigitalisation des budgets participatifs. Et ça, le Covid n'a pas aidé. Mais il y a un effort aussi pour digitaliser les budgets participatifs. On doit dire on est allé trop loin. Un vrai débat à mener. Comment garantir au mieux la mise en œuvre rapide des projets votés? Donc ce cycle 2. Parce que si les projets ne sont pas réalisés, la perte de confiance est très forte. Et les gens disent pourquoi je vais reparticiper? On s'est cassé la tête, on a été élu et le projet n'est pas exécuté. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que certains projets dans des villes, s'ils sont trop lourds en valeur, ils seront plus difficiles à exécuter. Il va falloir avoir davantage de services publics, des autorisations de l'urbanisme, des autorisations de la santé, si on fait des choses proches de la santé, et parfois des niveaux différents du gouvernement. Et donc cette complexité, les gens, c'est dette. Si ce n'est pas fait, là, c'est la confiance. Et donc pour conserver l'engagement des citoyens, c'est important qu'ils puissent avoir leur mot à dire pendant ce deuxième cycle. Et puis le cinquième, qui est typiquement l'exercice que l'on fait là, c'est qu'il y a de nombreuses innovations sur le plan local. En plein de pays, vous verrez, c'est extraordinaire ce qui s'invente localement, au niveau des processus, de la mise en œuvre, des mécanismes d'inversion de priorité, mais elles circulent très peu, du fait des langues qui sont pratiquées, et du fait surtout de l'accumulation du savoir en langue anglaise, alors que ce n'est pas eux qui produisent le plus. Et donc la question, c'est comment produire et mutualiser les savoir-faire et les savoirs. Là, on a un petit exercice, disons, de personnes qui viennent de l'étranger, etc., ou de pas trop loin. Et ça, il n'y a pas de vraie méthode actuellement, ce n'est pas ce qui marche le mieux. Pour finir, quelques pièges et risques. Alors là, je vais simplement citer, et ça, c'est un travail de nombreuses interviews avec des praticiens que j'ai systématisés dans d'autres choses. Et donc, vous avez, et là, je les cite que sur les titres. Si vous voulez qu'on y revienne, on reviendra dans le débat. Donc vous avez des écueils qui sont liés à la dimension participative des budgets participatifs. Par exemple, sous-estimer le rôle de certains acteurs, comme les fonctionnaires ou les dirigeants locaux. On pense que c'est une histoire de citoyens, alors que c'est une histoire d'un beaucoup plus grand nombre d'acteurs. Bon, il y a quelques idées ici. Il y a les écueils qui sont liés à la dimension financière et budgétaire. On en a parlé, sur les ressources, et savoir si c'est pour l'investissement ou, par exemple, pour le fonctionnement. Qui doit prendre en charge le fonctionnement des travaux que vous avez faits. Il y en a un autre, c'est... qui sont liés aux règles du budget participatif, qui ne sont pas respectées, par exemple, ceux qui sont liés à la dimension spatiale, mais aussi à la dimension politique. S'il y a manipulation par les partis, ça marche en général pas très très bien. Donc savoir séparer les deux exercices, c'est important. Et je finis avec ce petit rappel, donc, parce que je parlais aussi de pas mal de problèmes, mais quand même, au bout du compte, si vous regardez sur 30 ans, un peu plus de 30 ans, malgré des risques et des défis, l'universalisation des budgets participatifs et leur multiplication montrent que ça marche. C'est ça qu'il faut se souvenir. Ça marche, puisqu'il y en a 6 000. Donc voilà. Et qui sont tous divers et qui sont réinventés localement. Donc on a quand même un sacré stock d'espoir et de ce côté. Ils permettent aux citoyens et citoyennes d'imaginer leur ville, leur quartier, grâce à une plus grande participation, donc par un approfondissement de la démocratie participative qui nous fait tant défaut vis-à-vis d'une démocratie représentative dans laquelle on vote, mais sans trop de voix, quoi. Je sais que la Suisse, de ce point de vue, reste pour nous un exemple disons, de démocratie plus directe, et ce n'est pas pour cirer les chaussures de quiconque, hein, mais c'est parce que j'en suis profondément persuadé, et c'est quand même un modèle qui est assez unique, quoi. Donc c'est ça qu'il faut bien voir, et là moi je ne suis pas placé pour cela, pour articuler au mieux votre système, disons, de démocratie suisse avec cet outil du budget participatif. Voilà.
Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction dans un temps relativement court. Mais on peut revenir sur les questions. Voilà. Et maintenant, ça va être le tour de Estella. Ouais. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je sais pas si... Oui, voilà. Merci beaucoup, Yves Cabane, pour cette présentation très riche. Alors, je vous présente Madame Estella Brahim Lari Schaffner, qui est au bénéfice d'un diplôme en architecture de l'Université Polytechnique de Tirana, ainsi que d'un diplôme Erasmus Mundus Joint Master Degree de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Collaboratrice scientifique à l'Institut Transform de Fribourg depuis 2021, ses intérêts professionnels incluent l'aménagement du territoire et l'étude des dynamiques socio-économiques qui façonnent l'environnement du bâti. Estella a travaillé sur le budget participatif de la ville de Paris et présentera les défis et enjeux majeurs rencontrés dans le processus. Je lui laisse donc la parole. Merci beaucoup, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être ce soir, de participer à cette conférence et de partager avec vous mon expérience au budget participatif de Paris. Alors, l'introduction a déjà été faite, mais je voulais juste dire que voilà, j'ai fait ce master en développement territorial durable. C'est dans ce cadre-là que je me trouvais à Paris, et c'est dans le cadre de ce master que j'ai entendu parler sur le budget participatif pour la première fois lors d'une lecture de professeur Cabane. J'étais fascinée par cet outil. Moi, je viens de l'Albanie, et du coup, la participation citoyenne et le partage du pouvoir politique avec les citoyens, c'était quelque chose qui m'était assez étrangère. Du coup, j'étais passionnée par cet outil. J'ai eu la chance, quand j'étais à Paris, de m'engager comme bénévole avec une association qui était impliquée dans le budget participatif. Et après, j'ai fait mon stage de fin d'études à la ville de Paris, à la mission budget participatif. Et ensuite, j'ai écrit mon mémoire de master sur le budget participatif dans les quartiers populaires. Et c'est de ça aussi que je vais parler aujourd'hui. Alors, le budget participatif de Paris a commencé en 2014, juste après l'élection de Madame Hidalgo. Et il a été mis en place assez rapidement, la première année. Il y a eu cette promesse assez ambitieuse d'investir à travers le budget participatif une somme de 500 millions d'euros pour la période de 2014 jusqu'en 2019. Cela fait environ 100 millions d'euros par année et 45 euros par habitant. C'est un record national en France, mais c'est aussi un des budgets participatifs les plus ambitieux, où il y a le plus de budget investi par habitant dans le monde, et ça reste ainsi, je pense. À peu près. Et après, en 2016, il y a eu une décision de consacrer un tiers du budget annuel, c'est-à-dire un tiers de ce 100 millions d'euros par année, pour les quartiers populaires. Alors, cette décision est arrivée dans un contexte après les attentats de novembre 2015 à Paris, où les personnes impliquées dans ces attentats, c'était des Parisiens qui habitaient dans les quartiers populaires. Et du coup, en réponse de ça, la ville de Paris a entrepris 2 initiatives. La première, c'était l'introduction de la carte citoyenne, qui avait une valeur plus symbolique. En fait, les déteneurs de la carte citoyenne, ils assumaient leurs devoirs citoyens, ils démontraient qu'ils aimaient leur ville et qu'ils étaient engagés pour leur ville. Et la deuxième initiative, ça a été de consacrer un tiers du budget participatif pour les quartiers populaires. Et vous voyez ici, j'ai mis un extrait
d'une interview faite par Madame Pauline Véran, qui à l'époque était l'adjointe au maire en charge, entre autres, du budget participatif, où elle fait référence justement à Porto Alegre et à ce pouvoir de redistribution démocratique que le budget participatif a, parce que voilà, le but c'était vraiment de redistribuer une partie des ressources, mais aussi du pouvoir vers les quartiers populaires. Alors, peut-être que vous connaissez déjà, mais j'ai quand même mis un slide pour donner un peu de contexte pour les quartiers populaires. C'est des quartiers qui ont évolué un peu à partir du 19e siècle, à l'époque en périphérie du noyau parisien, et puis peu à peu ils ont fait partie de la ville de Paris. Ils sont assez reconnaissables par ces grands ensembles de logements sociaux qui sont construits, qui ont été construits juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, ces grands ensembles, ils ont été construits assez rapidement pour répondre à un besoin de loger beaucoup de jeunes familles et beaucoup de migrants à l'époque, et ils ont été construits en manque d'infrastructures. Et on s'est rendu compte assez rapidement, dans les années 60 déjà, 65, que c'était des quartiers qui devenaient problématiques parce qu'il y avait un haut taux de criminalité, il y avait un haut taux de dépression, des suicides. Et du coup, c'était dans les années 80 qui a été mise en place la politique de la ville. C'est un ensemble de mesures pour intervenir justement dans ces quartiers en termes de rénovation, d'aménagement du territoire, de santé, de prévention de la délinquance, ouais, et aussi des questions sociales. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend par quartier populaire ? Pour la politique de la ville, il y a deux dénominations de quartiers populaires. Il y a les quartiers prioritaires de la ville que vous voyez sur cette carte en bleu foncé, et puis il y a les quartiers de veille active. C'est des territoires qui faisaient avant partie des quartiers prioritaires de la ville, mais que, avec le temps, démontrent des chiffres plus stables en termes de chômage, en termes de délinquance et tout. Alors que pour le budget participatif, vous voyez, la délimitation des quartiers populaires regroupe ces deux territoires, les quartiers prioritaires de la ville et les quartiers de veille active, et ça va aussi au-delà. Ça a été une décision interne de la ville de Paris d'élargir ce périmètre en incluant aussi des territoires où il y a des grands projets de rénovation urbaine, des territoires où il y a un taux haut de logement social, and so on. Ce n'est pas très clair comment ils sont arrivés à cette délimitation, mais c'est les territoires en vert qui sont les quartiers populaires pour le budget participatif. Alors, le budget participatif de Paris, il est organisé en 4 phases, on dirait. La première phase se déroule en janvier, et c'est le dépôt de projet par les citoyens. La deuxième phase, c'est l'étude des projets, et ça a lieu entre mars et, je dirais, fin juillet, août. Après, il y a les vacances d'été. La troisième phase, c'est la phase de vote qui se déroule en septembre. Après, il y a une autre phase, en décembre, il y a l'approbation du budget pour l'année prochaine, et quand le Conseil de Paris il approuve le budget pour l'année prochaine, il approuve aussi tous les projets qui ont été votés et qui sont gagnants en budget participatif. Comme ça, la quatrième phase peut débuter en janvier de l'année prochaine, la réalisation des projets, ou comme professeur Cabane a dit, c'est le deuxième cycle, disons, la réalisation du projet qui commence avec la première phase du budget suivant. Du coup, c'est un cycle d'une année. Alors, pour parler un peu plus en détail de ces phases, pour le dépôt de projet, il y a une campagne de diffusion d'informations qui est faite un peu dans la ville. Il y a des distributions, il y a des posters, il y a des flyers. Et puis, il y a aussi des sessions comme celle-ci, des sessions informatives dans les arrondissements. Ce n'est pas tous les arrondissements qui font ça.
la ville de Paris le fait aussi avec les citoyens. Moi, j'ai eu la chance de participer à cette séance pour la mairie du 14e arrondissement, qui était animée par l'association où je faisais du volontariat. Et là, il s'agit vraiment de parler aux citoyens qui sont intéressés et puis de leur dire quelles sont les nouveautés. Parce que d'année en année, il y a des petites modifications. Du coup, c'était un peu pour mettre à jour et puis pour donner un peu d'infos, comment ils peuvent... Il y avait parfois des citoyens qui avaient déjà déposé un projet l'année passée et puis ça n'a pas passé. Pourquoi ça n'a pas passé? Du coup, c'était un peu ça. Qu'est-ce que les habitants qui souhaitent déposer un projet doivent avoir en tête? Déjà, il y a des critères de recevabilité pour les projets déposés. La personne qui... alors, déjà, on peut proposer un projet à titre personnel ou comme une association ou au nom d'un collectif d'habitants. Puis, la personne ou l'association qui dépose le projet doit habiter à Paris. Le projet doit faire l'objet de l'intérêt général. Ça, c'est une règle un peu... pas très clair, c'est toujours un peu débattu. Après, l'objectif du projet doit être une compétence de la ville de Paris et ça doit être une dépense d'investissement. Du coup, il ne doit pas avoir des coûts opérationnels. Ce qui veut dire que tout ce qui est ouvrir des places de travail ou je ne sais pas, faire des formations, offrir des services, ça ne peut pas être financé par le budget participatif. Après, il faut identifier une de ces thématiques pour son projet. Du coup, le projet doit entrer. Et puis, il faut identifier aussi un budget. Il faut estimer un budget. Il n'y a pas de préventif qui est demandé, mais la personne qui dépose le projet doit faire une estimation. Après, cette estimation est revue par les services de la ville. Pour les quartiers populaires, ce qui a été mis en place pendant cette première phase, c'est un accompagnement spécifique des personnes qui souhaitent monter un projet en engageant un nombre d'associations, dont l'association Les Parcs, où je faisais partie. Et pour cet accompagnement, on faisait toutes sortes d'activités. Là, c'est un moment assez spécial. On était dans une école primaire et on a fait un atelier avec des enfants. On avait été contacté par la direction de l'école parce qu'ils souhaitaient proposer un projet pour leur cours extérieur dans le budget participatif, mais ils voulaient que ça vienne un peu des enfants. Du coup, on a un peu travaillé avec eux. Mais sinon, on faisait aussi des séances individuelles et parfois, on déposait aussi des projets pour les gens qui n'avaient pas accès à Internet ou qui n'étaient pas très bons en technologie. Parce que toujours, le dépôt des projets est fait à travers le site web du budget participatif. Le travail qui fait les parcs est un travail qui est fait par plusieurs associations. Après, il y a aussi une association qui est un peu à part des autres, l'association Voisins Malins, parce qu'eux, ils sont vraiment spécialisés dans le porte-à-porte. Ils ont un cadre, ils ont un ensemble de quartiers qu'ils connaissent très bien, et puis c'est une association qui travaille sur la base du volontariat. Ils ont beaucoup de volontaires qui ont un background, qui viennent de plusieurs nationalités. Ils ont, je pense, presque 34 langues parlées dans l'ensemble de leur staff. Et du coup, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient porte à porte dans des ensembles où il y avait une majorité de migrants, parfois aussi des familles où on ne parlait presque pas le français. Du coup, ils allaient et puis ils essayaient de parler aux gens pour leur dire que, écoutez, il y a cet outil et vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Parce que il y a un taux important d'auto-exclusion dans les habitants des quartiers populaires parce qu'ils ne se sentent pas en mesure de pouvoir participer. Ils ne pensent pas que c'est pour eux. Du coup, ils ont essayé de faire ça. Mais ce qui est, pour moi, c'était vraiment très inspirant et j'admire leur travail, mais ce qui était un peu
contraignant, c'était qu'ils passaient beaucoup de temps à faire ça, et puis les résultats étaient très très faibles. Ils nous ont raconté ils étaient allés presque dans 300 habitations, et puis à la fin ils ont pu parler avec une vingtaine de gens, et puis à la fin ils ont pu convaincre 7-8 personnes à aller vers l'association qui est en charge de faire l'accompagnement. Du coup, c'est vraiment beaucoup d'énergie dépensée pour un résultat assez faible. La deuxième phase, l'étude de projet, c'est une phase qui est en fait prise en charge par les services de la ville. Tout d'abord, il y a l'étude des projets selon les 4 critères de recevabilité. Et ça, c'est assez facile à faire. Après, les projets qui sont retenus recevables, ils sont distribués vers les services de la ville qui regardent s'ils sont faisables. Par exemple, je ne sais pas, il y a un projet de végétalisation d'une place et puis les services de la ville disent non, là on ne peut pas parce qu'au sous-sol, il y a ça et ça, du coup on ne peut pas faire. En parallèle, il y a 2 processus assez intéressants. Il y a les regroupements et les ateliers de concertation ou de co-création que le professeur Cabane a mentionné. Alors, les regroupements, c'est un processus qui est fait par le comité de pilotage du budget participatif, et c'est en fait mettre ensemble les projets qui sont plus ou moins le même. En fait, parfois, il y a des projets qui sont presque le même. Et puis, c'est la mission budget participatif avec l'approbation du comité de pilotage qui propose aux porteurs de projets de se mettre ensemble parce que ça augmente leur chance à recevoir des votes lors du vote s'ils sont ensemble. Alors que les ateliers de co-création, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai trouvé assez stimulant. J'ai participé à plusieurs. Là, il s'agit vraiment de mettre ensemble autour d'une table les porteurs de projets qui ont une idée de la même thématique, mais pas vraiment la même chose. Et puis, ils sont avec les services de la ville concernés par ce projet et avec les représentants de la mission budget participatif. Et ils essayent de trouver une manière pour créer ensemble un projet qui soit une synthèse de leur idée, mais pas exactement les projets singuliers. Ce qui est bien avec ça, c'est que oui, il y a ce processus de concertation. Après, parfois ça marche très bien et il y a une synergie qui se crée. Parfois ça ne marche pas du tout et c'est presque une perte de temps parce que ça n'aboutit à rien. Et puis, ce qu'il faut tenir en tête pour ça, c'est qu'à la fin, le projet résultant, ça peut être toute une autre chose que ce que le citoyen a voulu mettre en place. Ça peut un peu modifier ou ça peut porter le projet vers la vision des services de la ville ou vers ce qui intéresse le plus la ville. Parfois, ça peut arriver. Et puis, à la fin, juste avant la mise en vote, il y a ces commissions d'examen qui sont faites dans chaque arrondissement et dans la ville de Paris, pour les projets tout Paris. Là, vous voyez une photo prise lors du travail de la commission d'examen du 19e arrondissement. Et là, il s'agit de discuter, de débattre sur les projets qui sont un peu entre deux. Parce que, comme je vous ai dit, par exemple, il y a ce critère de l'intérêt commun. Parfois, il y a une interprétation différente. Du coup, ça dépend des arrondissements, comment ils font ça, mais en général, il y a des représentants des services de l'arrondissement, des représentants des citoyens, et puis parfois il y a des représentants des conseils de quartier, des conseils citoyens. Enfin, c'est un peu un moment pour discuter, pour trancher un peu la ligne et pour décider la liste finale des projets qui seront soumis au vote. Le vote en soi, alors, jusqu'en 2019, le vote en soi, ça a été fait en partie online, en partie dans les points de vote, et c'était un voteur, un vote. Et on pouvait voter pour un projet dans son arrondissement ou pour un projet tout Paris.
Après, une nouveauté de ce deuxième cycle de budget participatif à partir de 2020, c'est ce vote nuancé. En fait, les voteurs, ils sont appelés à donner leur avis, pas oui ou non, mais à donner leur avis nuancé sur une liste de projets, sur ou une partie des projets soumis au vote. Et je pense que ça a été fait pour répondre à une grande critique qui était que parfois le vote était très superficiel. Enfin, les gens ils votaient parce qu'ils trouvaient le titre du projet catchy ou parce qu'ils connaissaient l'association qui portait le projet et puis c'était ça. Alors que là, je pense que ça amène un peu les gens à étudier un peu, à lire de quoi il s'agit et puis à voter un peu en étant un peu plus informés. Mais je ne sais pas si en complexifiant le processus de vote, ça décourage un peu les gens à voter. Ça, je ne sais pas. C'est juste une idée comme ça au chaud. Et puis, ce qui est différent, c'est que dans le premier cycle, le nombre de projets gagnants par arrondissement et dans tout Paris, j'arrive pas à trouver le mot, mais disons, ça dépendait, oui, du budget de l'arrondissement. Du coup, parfois, c'était 2 projets, parfois, c'était 10 projets, 10 petits projets. Alors qu'il y a un nombre fixe de projets gagnants par arrondissement qui est décidé par le nombre d'habitants. Et ça va ainsi pour les quartiers populaires aussi. C'est assez intéressant, c'est un changement. La réalisation des projets est prise en charge par les services de la ville et il y a des séances informatives. Là, c'était lors d'une séance informative avec les citoyens. Et puis, il y a une mise à jour permanente de l'avancement des projets dans le site du budget participatif. Parfois, les porteurs de projets et les personnes associées au projet, c'est les followers, ils sont appelés à prendre part dans la réalisation du projet, mais ça, c'est vraiment une exception, ce n'est pas du tout la règle. Alors, je ne sais pas combien j'ai encore. 5 minutes. Oh là là. Alors, très rapidement, pour mon travail de master, j'ai essayé de regarder en fait si ce pouvoir, ce potentiel de redistributif du budget participatif était vraiment présent dans les quartiers populaires de la ville de Paris. Et j'ai essayé de regarder le processus, les résultats directs, et puis s'il y avait des facteurs externes qui influençaient ce processus et ces résultats dans le long terme. Alors, mes conclusions, c'était qu'en fait, il y avait des contradictions dans le processus lui-même, d'abord. Tout d'abord, même si ça partait d'une bonne volonté politique, avec un budget important, il y avait un manque de ressources humaines. La mission budget participatif était toute petite. Les services de la ville étaient complètement débordés par le nombre de projets qui sont venus et qui étaient en plus de leur charge normale de travail. Il n'y a pas eu une augmentation du staff de la mairie de Paris. Et du coup, ça a créé une frustration. Enfin, le budget participatif était vraiment vu comme un élément frustrant dans leur travail habituel, plus qu'une opportunité d'être plus en liaison avec les citoyens, de communiquer plus. Après, le deuxième, c'est que les critères de recevabilité, surtout le fait qu'on peut financer que des projets d'investissement et pas des frais opérationnels, étaient assez restrictifs pour ce qui est pour les besoins des quartiers populaires, où il y a vraiment un besoin de places de travail, de services. Enfin, il fallait travailler plus sur ça pour les quartiers populaires. Hein. Après, il y avait une démarche pour coordonner les structures participatives existantes. Il y avait les conseils de quartier et les conseils citoyens avec le budget participatif, mais les populations les plus vulnérables, les personnes en situation de précarité, les migrants, ils n'étaient pas représentés, ils n'avaient pas le temps de s'engager dans ces structures existantes. Et puis aussi l'utilisation permanente de la technologie
faisait en sorte qu'une partie de la population, surtout dans les quartiers populaires, elle était exclue parce qu'ils n'avaient pas toujours accès à la technologie et pas toujours les moyens et le savoir pour s'engager. Et un dernier point, c'est que oui, il y avait beaucoup de projets créés pour les populations les plus vulnérables par les autres, mais quand il y avait des projets vraiment créés avec les jeunes du quartier, et il y avait vraiment beaucoup de la peine, c'était très difficile de recevoir les votes nécessaires parce que ce n'étaient pas des projets très populaires, du coup ils n'arrivaient pas à être votés. Et puis dans les facteurs externes, il y a un processus de gentrification qui est en place dans les quartiers populaires. La délimitation des quartiers populaires qui aussi n'aide pas ce processus, et aussi les programmes de requalification urbaine qui sont un peu en syntonie avec les projets. J'essaie d'aller très vite. Ça, c'est une carte qui a été formulée par une sociologue française sur l'avancement de la limite de gentrification dans Paris. Donc vous voyez de l'ouest jusqu'au nord-est l'avancement, et les lignes plus foncées, bleu foncé, sont les espaces déjà bien gentrifiés, et les lignes plus bleu clair, c'est un peu la limite actuelle. Et si vous voyez dans ces cercles noirs, moi j'ai fait une comparaison avec la distribution des projets au budget participatif. Et vous voyez que justement, dans ces zones qui sont en train de gentrification maintenant, vous voyez les flèches, il y a une concentration qui est inhabituelle pour le reste des territoires en quartier populaire. Et ça, c'était un point assez intéressant de mon travail, parce que j'ai pu démontrer physiquement ce que beaucoup d'acteurs m'ont dit. Ils me disaient, ouais, mais vous savez, dans ce quartier, c'est très gentrifié, les gens, ils ont le temps, ils ont le moyen, ils ont le savoir pour s'engager, du coup, il y a plus de projets. Puis là, tout au bout, les gens, ils ne savent pas, il n'y a pas de projet, on a du mal à faire voter. Du coup, c'était un peu ça qui... Et puis, vous voyez aussi, il y a... Je sais pas si vous voyez... Vous voyez ici, par exemple, c'est un quartier, ça peut être aperçu comme une unité territoriale, mais il est divisé dans 4 différents arrondissements. Et donc, chaque arrondissement, il a une autonomie de ses fonds. Et du coup, cette zone-là, elle est priorité, et elle prend une priorité dans les 4 arrondissements, parce que les quartiers populaires ont une priorité. Et du coup, il y a une concentration de projets là par rapport à d'autres zones, voilà. Du coup, ça aussi. Et puis, le fait que la ligne s'arrête ici. Est-ce qu'un projet qui se trouve ici ne bénéficie pas ce territoire-là? Alors oui, ou ici. Est-ce qu'un projet qui se trouve ici ne bénéficie pas ça? Du coup, c'est aussi un peu... Ça, c'est pour dire que peut-être il faudrait que, pour bénéficier les populations des quartiers populaires, faire un budget participatif qui cible ces populations au lieu de cibler le territoire où il y a une majorité de ces populations. Puis en termes de projets, j'ai fait une estimation pas par thématique mais par typologie de projet, et on voit qu'il y a une majorité de projets qui visent la requalification de l'espace public. Et ça va un peu dans le sens des projets de requalification urbaine qui sont en cours depuis des années dans les quartiers populaires à Paris, qui visent à détruire complètement les grands ensembles de logements locatifs et à construire à leur place des grands ensembles d'immeubles à fonction mixte. Du coup, ils mettent des commerces, des bureaux, du logement privé et du logement social, mais en faisant ça, une partie de la population qui était logée en logement social, elle est déplacée et puis elle ne revient plus. Et puis, tout ce focus aussi des projets de budget participatif dans l'espace public va un peu dans cette ligne de la mixité sociale qui vient de haut. Très rapidement, 3 projets, et puis j'ai fini.
Alors ça, c'est un projet qui fait partie de la première génération de budget participatif. En fait, en 2014, il n'y a pas eu de dépôt de projet par les citoyens, mais c'était la ville de Paris qui a proposé aux citoyens de choisir sur une liste de projets qu'elle avait formulée. Et ça, c'est un des projets gagnants et c'est un projet assez de succès, je dirais, parce que dans les communications que j'ai eues avec les acteurs de terrain, c'était pointé comme un projet qui a aidé à rendre les quartiers populaires plus safe et à les rendre des territoires où on veut rester. Parce que le grand problème, on me disait, c'est aussi que les habitants des quartiers populaires, tant qu'ils ont la possibilité, ils partent. Et d'autres personnes en situation précaire y restent. Du coup, on n'arrive pas à faire évoluer la population de ces quartiers parce qu'on reste un peu dans... Alors que là, des interventions très simples, par exemple, mettre un peu d'éclairage et rendre plus agréable un passage qui était avant très dangereux. Ça, par exemple, ils disent ça a complètement changé parce qu'il y a des gens qui passent, il y a des gens qui restent, alors qu'avant, c'était vraiment un endroit très difficile. Et puis, le parc, là, il a été aussi construit. Il y a un studio d'architecture ICOS qui a engagé les habitants du quartier. Du coup, c'est un projet assez intéressant. Plus de commerce dans les quartiers populaires, c'est un projet qui m'a été pointé par les acteurs de terrain comme un projet en fait qui aide la gentrification dans les quartiers populaires. Parce qu'on m'a dit, si tu vas sur place et tu regardes qui sont les bénéficiaires de ce projet, tu verras que l'activité que ces commerces ont n'a aucune liaison avec le reste du quartier. Et c'est vrai que c'était le cas pour une partie de ces projets. Moi, je ne suis pas allée partout, j'ai plutôt regardé dans le 13e, 18e et 19e. Mais après, le financement qui était possible d'avoir à travers ce projet, c'était jusqu'à 9 000 € et ce n'est pas suffisant pour monter un projet de zéro. Du coup, c'était plutôt des commerces qui étaient déjà sur place, qui ont bénéficié pour un peu rénover leurs locaux. Et puis, il y avait aussi des commerces un peu plus ancrés dans le quartier, mais c'était plus rare. Voilà. Et puis, le troisième projet, ça, c'est un projet assez important parce que ça montre un peu les limites du budget participatif. C'est un projet qui a été gagnant dans le budget participatif de 2016. Et vous voyez ici la liste des projets initial. Du coup, ça, c'est un projet co-construit. Hein. Il y a eu toutes ces propositions, il y a eu une démarche de concertation et puis il y a eu ce projet. C'est un projet de 5 millions d'euros et qui était composé de plusieurs actions, 8 si je ne me trompe pas. Et puis là, à partir de 2017, 2018, il n'y a plus d'avancement. Si vous êtes intéressé, j'ai mis ici la vidéo du projet de ces abris en 3D. Du coup, il y a eu un projet, mais après, la réalisation est assez difficile et je pense c'est plutôt pour les coûts de gestion de ces cocons, de ces unités. Et puis, il y a toute une question de comment ils vont être mis en place, en fait. Comment ne pas les rendre des résidences permanentes? Parce que l'idée, c'est vraiment de créer des abris qui peuvent être utilisés pour une nuit, mais pas plus. Après, il y a des besoins un peu plus permanents. Du coup, il y a toute une sorte de problématiques qui sont ressorties dans ce deuxième cycle, justement, de réalisation qui n'était pas pris en compte avant. Mais c'est un projet assez... qui démontre en fait que les Parisiens, les citoyens, ils sont encore sensibles aux problématiques des plus vulnérables, ils veulent faire quelque chose, mais après c'est difficile et le budget participatif a aussi ses limitations. Après, un nombre de recommandations, mais j'ai déjà un peu parlé de tout ça et merci beaucoup de m'avoir écouté. Voilà.
Merci Yves. Yves, je te propose de revenir sur l'estrade. Et puis on va prendre les questions de la salle et aussi les questions en ligne, s'il y en a. Non ? Alors, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions, ceux qui suivent la conférence. On sait que vous êtes assez nombreux à distance. C'est dans l'onglet questions-réponses. Hein. Ce n'est pas via le chat, c'est via l'onglet questions-réponses. Donc n'hésitez pas. On sait qu'il y a des gens qui nous suivent qui ont notamment participé à la démarche du budget participatif à Lausanne en essayant d'intégrer justement les publics un peu plus marginaux. Donc ce serait très intéressant aussi d'avoir une réaction. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des questions ici dans la salle ? Alors, bonsoir. Moi, j'ai une question pour Yves Cabane. Vous avez parlé au tout début de votre présentation de la masse critique des budgets participatifs qui est déjà atteinte dans certains pays. Comment vous observez, comment on arrive à dire là on atteint la masse critique ? D'accord. Je vais partir de quelques exemples, mais avant de commencer, ce que je voudrais dire, c'est que quand même Estella a gagné le prix donc, à l'université de Padoue du meilleur travail de master et que ce travail, grâce à ce prix, a été publié en anglais. Et donc, si vous voulez en savoir plus, il y a son bouquin qui est disponible. Donc, c'est quand même important de le dire parce que c'est rare d'avoir des prix de master publiés en Italie. Donc, c'est quand même tout à l'honneur d'Estella. Et en tant que prof, ça fait plaisir quand on voit quand même des travaux qui sont publiés de jeunes. Donc, ça, c'est très bien. Alors, masse critique. Je dirais une première masse critique, c'est celle, par exemple en Argentine, où la grosse quarantaine, 40-50 expériences de budget participatif représente plus de... Enfin, quand je fais la somme de la population de ces villes, ça représente quand même plus de 25%, pratiquement 30% des Argentins. Donc ça veut dire qu'un Argentin sur 4, au moins, a la possibilité de pratiquer du budget participatif. Donc ça vous fait quand même une sacrée masse critique dans un pays. Ensuite, cette masse critique, par exemple au Cameroun, qui dépasse les 150 expériences, fait que, du fait de ce nombre-là et de la répartition spatiale dans pas mal de régions des expériences, ça a amené un changement dans cette masse critique. Elle est non seulement significative, mais en plus, elle a fait que certains des maires des communes, par exemple de communes de Yaoundé, il y a plusieurs mairies d'arrondissement, mais on les appelle les communes, c'est quand même ça l'unité de base, fait que les maires maintenant se sont regroupés et au sein de l'association des maires du Cameroun, vous avez l'association des maires qui reconnaît le budget participatif et donc a une capacité d'influence qui est bien supérieure. Cette capacité, alors ensuite, cette masse critique, elle peut être au niveau des participants, du nombre de participants qui votent, parce que ça varie sacrément. Elle peut être aussi au nombre de répartition spatiale, disons, mais aussi du nombre de projets. Parce que la masse critique intéressante, c'est le nombre de projets. Par exemple, à Chengdu, que je citais, quand on a commencé à faire des études sur étudier 20 000 projets, parce que ça nous manquait d'avoir des preuves pour voir si ça marchait ou pas, ou si les projets n'étaient pas bons, ou s'ils étaient perdus, etc. Donc on a travaillé sur une vingtaine de projets sur 15 villes. Et là, je me suis rendu compte qu'en 3 ans, il y avait eu 40 000 projets qui avaient été financés. Donc, des chiffres complètement étonnants, quoi, pour Chengdu, où tout le monde ne peut pas voter, parce que vous avez les migrants, ceux qui n'avaient pas le haïku, le titre de résident. Et donc, quand vous voyez ces chiffres-là, j'y croyais pas. J'aurais dit, si vous voulez rentrer dans l'étude, c'est une étude internationale, j'ai parlé à la personne du Parti communiste en lui disant oui, mais
nous, on voudrait quand même voir la liste, parce que sinon c'est facile de dire le truc. Et il me dit, mais dans combien de temps vous voulez qu'on vous donne l'Excel? Je lui dis en mois. Il me dit, oui, d'accord, dans un mois. Mais je lui dis, oui, mais nous, il nous le faut sur 3 ans. Et d'accord. Et il nous a produit quand même les Excel de tous ces projets, ce qui nous a permis de faire peut-être, enfin, les collègues chinois d'un groupe qui travaille sur la participation, une des rares ONG, sauf que là, il y en a plusieurs qui viennent d'être mis en prison. Et donc, cette masse critique-là, vous voyez, quand vous avez 40 000 projets, ça devient autre chose. Donc le nombre de projets fait masse critique, parce que c'est lui qui va avoir l'effet d'entraînement sur le reste, sur la participation. Encore faut-il les montrer, les rendre publics. Donc en résumé, la masse critique, elle peut être atteinte quand vous avez des chiffres du style 40 000 personnes qui participent. Et là, vous avez vraiment un effet d'entraînement sur le reste, parce que ça ne reste pas les usual suspects qui sont encore là et qui font tourner la machine. Non, là, vous avez des chiffres élevés, quoi. Belo Horizonte, 15 000 participants, on est monté à 120 000. Donc, vous avez quand même des très gros chiffres. Et ça a de l'effet d'entraînement. Donc, numéro de participants, numéro de vote, nombre de projets que vous pouvez démontrer qu'ils ont été réalisés, et puis au niveau national ou régional, nombre d'expériences différentes qui vous amènent une masse critique, mais une masse critique qui conserve son hétérogénéité. Et comme dans tous les systèmes, on sait que quand des systèmes sont très différents, comme dans les espèces humaines, et ils sont quand même plus résilients. Merci d'avoir cité le livre. On prend volontiers la référence pour le mettre sur notre page internet. Il est dans l'open access. Oui, il est dans l'open access. Comme ça, c'est bon? Ouais, ah ouais, super. Oui, donc merci Yves pour la référence du livre. Et effectivement, si c'est en open access, on le met volontiers donc sur notre page internet. Puis j'en profite aussi pour citer le livre de Yves Cabane sur les budgets participatifs. Et c'est en fait une réflexion sur une autre ville est possible. Un livre en anglais qui retrace aussi l'expérience sur des budgets participatifs. Et puis qui vous redonne une partie des schémas d'analyse de ce que c'est un budget participatif dans une des parties du livre. On mettra aussi le lien, c'est aussi un livre en accès libre. Et voilà. Ah oui, peut-être tu as d'autres... Oui, Voilà. Et puis ensuite, une des choses que j'aime bien faire, c'est avec des villes, avec des partenaires de tout type, c'est de produire, d'être un peu un animateur de production sociale du savoir. Et donc il y en a un qui est sorti, qui circule vraiment beaucoup, c'est contribution du budget participatif au changement climatique. Ça, c'était très nouveau. Et donc après une série de réunions, de rencontres, c'est devenu ce document, changement climatique, enfin sa contribution. Et là, c'est là qu'on a travaillé sur 4000 projets, quand même. Et puis un autre, c'est la contribution au service de base. Ouais, qu'est-ce qui se fait avec? Qu'est-ce que veulent les gens? Et donc c'est là qu'on est parti sur l'analyse de 20 000 projets. Donc, qui a bien. Et il y en a un qui sort, qui va être d'ailleurs le document politique des Nations Unies, et qui est comment atteindre les groupes les plus vulnérables. Quelles sont les méthodes pour y arriver? Et donc il y a eu 2 documents qui sont sortis déjà. Et là, en janvier, je vais sûrement sortir celui sur comment les atteindre, qui est une révision sur 30 ans, en prenant de ci, de là, en montrant c'est possible si on fait cela, cela et cela, quoi. Et tout ça, c'est un open access, je vous les envoie. Là, je vous envoie une dizaine, disons, de références. Hein? Ouais, on les mettra sur la page. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Xavier. Merci. J'ai une question un peu pragmatique qui s'adresse à tous les deux. Parce que vous avez cité des budgets en francs avec des ratios.
Et puis, tout à l'heure, Estella nous a montré aussi un peu les limites d'un processus. Dans ces budgets, c'est quoi la part de l'accompagnement de l'organisation par rapport à la part qui reste pour réaliser? Est-ce qu'il y a des ratios? Est-ce qu'il y a des écueils, des conseils, des points de référence? Bon, regardons un petit peu donc les budgets. Donc, il y a une chose qui sont les budgets du style les 100 millions. Dans ce cas-là, alors, dans une étude de 2004 sur 25 villes, moi ce que j'ai essayé de voir, c'est d'une part, combien est réellement dépensé. Parce que ce que je vois de plus en plus, c'est que c'est un outil populiste dans pas mal d'endroits. Donc on peut annoncer 100 millions, on peut annoncer 200, on peut annoncer les chiffres qu'on veut. Mais moi je travaille sur 3 types de budgets dans des Excel, etc. Et un des budgets, donc vous avez le budget d'annonce, on dit 100 millions. Après, il va y avoir le deuxième budget, c'est le budget réellement affecté. Dans le budget, il va y avoir pas mal de villes qui ne vont pas recevoir ce à quoi elles s'attendaient. Parce qu'il y a des remises, des transferts du gouvernement central, parce que les ressources locales qui alimentent le budget ne sont pas arrivées, etc. Et donc, ce deuxième budget, il est en général un peu plus faible. Et puis, ensuite, il y a le budget exécuté. Celui qui est dépensé ou dont les dépenses ont été engagées et vont se reporter sur l'année d'après, suivant les systèmes. Et quand même, ce que l'on constate, c'est que, d'abord, c'est des chiffres très difficiles à obtenir. Et quand on les regarde, il y a une assez grande différence quand même entre les budgets promis ou annoncés et les budgets exécutés. Et justement, du fait de problèmes que soulevait Estella, la liste est longue. Ça, c'est une première partie sur les budgets. Alors ensuite, ce qu'il faut voir, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire, en général, les enveloppes budgétaires, ce qui est annoncé politiquement, on va mettre 7 millions, on en met 15 000, les 150 000 ici et là, cela ne rentre pas dans les budgets d'accompagnement. Les budgets d'accompagnement sont souvent à part. Et ils concernent surtout, disons, les postes, et là on commence à avoir quelques chiffres. Très peu de gens travaillent sur la dimension budgétaire des budgets participatifs. Il y a peut-être 2-3% de ce qui s'écrit là-dessus. On parle de participation, mais pas de budget. C'est-à-dire c'est un travail très éreintant, pas facile. Si on veut vraiment travailler sérieusement ce sujet, il faut vraiment du temps. Alors, vous avez d'une part donc, les budgets d'accompagnement, que ce soit des budgets d'accompagnement pour formuler des projets. Ce qui coûte aussi, et les villes qui mettent de l'argent là-dedans le font, et elles font très bien, c'est les budgets de campagne. Vous voyez, de financer des spots télé, de financer des outdoors, des affiches, vous voyez, qu'on va mettre à tous les coins de rue. Il y en a d'autres qui font des jingles pour les jeunes. Enfin, il y a 1000 formes de mobiliser. Et dans ce registre-là, qui est de communication, vous avez aussi un autre budget qui est important et qui est celui pour rendre visibles les projets. Alors, dans des endroits, c'est des plaques énormes qui sont faites. Dans d'autres, il y a d'autres méthodes pour les rendre visibles. Ça peut être de la publicité, ça peut être un tas de choses. Mais ça, c'est un autre paquet. Et par exemple, on a assez bien regardé sur Séville. C'est assez souvent. Ça tourne autour, disons, c'était des budgets de 7 millions qu'ils avaient, eux, à peu près par an, pour vous dire, c'est 500 000 habitants, Séville, d'accord ? Et ça faisait du 30 à 50 000 pour chacun de ces postes. Donc c'est pas rien, mais c'est pas très élevé par rapport à 5 millions. Et vous en aviez un troisième qui avait été donné à l'université pour faire de l'évaluation permanente, c'est-à-dire des personnes qui restaient silencieuses, mais qui observaient comment ça se passait, c'est-à-dire interpréter les silences, ceux qui ont parlé, pas parlé, la domination des hommes qui prennent la parole et pas des femmes, etc. Toutes ces choses assez difficiles à qualifier.
mais qui ont fait un travail extraordinaire et qui a permis de transformer, voyez, les règlements des budgets participatifs pour être davantage à l'écoute systématique des habitants et de leurs propositions. Donc en gros, ça faisait entre 30 et 50 000 suivant les années, donc ça vous faisait 150 000 par rapport à 7 millions. Et quand on monte en chiffres, vous voyez que vous avez davantage de personnes, enfin, davantage de budget. Ces 3 postes, ils n'augmentent pas de manière corrélée. Je ne sais pas exactement comment le dire, mais vous comprenez. C'est-à-dire, si vous doublez les sommes, ce n'est pas pour ça que vous allez devoir doubler vos ressources de soutien. Il y a un énorme gain d'échelle à ce niveau-là. Mais en général, les chiffres, ils sont pas, très peu souvent, ils sont déduits, quoi. C'est des équipes municipales, mais si on engage des gens, ils ne rentrent pas dans l'enveloppe. Et pour terminer sur ces histoires donc, de projets et de coûts, ce qui paraît intéressant, c'est de faire un mix entre des budgets lourds qui prennent beaucoup de temps, style Paris, vous voyez, de l'investissement, mais c'est du brick and mortar en anglais. Donc, l'investissement, ça veut dire des temps fous pour avoir les autorisations, les appels d'offres, etc. Et d'avoir des projets soft, c'est-à-dire des projets qui vont être des campagnes, qui vont être des projets sans dimension visible, qui fait que les maires ne les aiment pas trop, parce qu'ils ne peuvent pas mettre la plaque, mais qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus faciles à mettre en œuvre. Et donc, en gros, moi j'avais travaillé là-dessus avec Rosario, et on avait un tiers des projets qui étaient du dur, des travaux, des voies, des choses comme ça, et qui représentaient 2 tiers des investissements, d'accord ? Et 2 tiers des projets étaient en soft, et représentent 1 tiers des investissements. Mais ces 2 tiers-là vous permettaient d'exécuter, d'avoir des chiffres parlants, et ils sont beaucoup plus profonds sur la démocratie parce qu'ils sont beaucoup plus transformateurs des habitants et non pas le registre classique des villes qui est faire des investissements visibles, mais beaucoup moins transformateurs pour les exclus, d'avoir des systèmes de traduction pour qu'ils puissent faire cela, des ateliers pour qu'ils puissent formuler leurs projets. Et ces projets soft, un équilibre entre les deux est assez intéressant quand vous commencez à y réfléchir de près, avec des sommes différentes, des seuils différents, par exemple jusqu'à 20 000, 30 000 pour un, et puis l'autre ça peut être un gros projet à 1 million, c'est ce que fait Lisbonne par exemple. Merci beaucoup, c'est vrai que... Non, ce que je voulais dire par rapport au budget, c'est que dans le cas de Paris, c'était jamais très clair en fait combien avait été dépensé vraiment, parce que déjà la somme annoncée, c'est une somme très approximative, un peu en gros, 100 millions par année, puis la somme déclarée comme votée, ça répond aux estimations des porteurs de projets, une estimation très approximative. Et puis, il y a tout le travail des services de la ville qui est fait en phase d'étude, mais après le vote, où il y a une recalcul du budget. Et si le projet dépasse trop le budget initial, il y a des modifications parfois assez importantes qui sont faites. Du coup, c'était jamais vraiment clair combien avait été... investi à travers le budget participatif, aussi parce qu'il n'y a pas vraiment de budget pour le budget participatif, il y a juste le budget réparti entre les services sur des nouveaux projets qui sont venus par ce processus de budget participatif. Du coup, tu pouvais jamais avoir une vision très claire parce qu'on s'est posé la question pendant le travail combien avait vraiment été investi dans les quartiers populaires, mais c'était pas possible parce que justement c'est une grande machine administrative. Et dans ce cas-là, il y avait une distribution après dans les petites entités que c'était pas possible d'avoir une overview, une vue totale, globale. Pour rejoindre ce que vous dites, il y a un système quand même qui est mixte, moi que je trouvais plutôt intéressant, c'est que dans les projets éligibles, donc il y a des projets pour la ville, pour les arrondissements et puis pour les quartiers populaires, ce qu'a fait quand même Paris qui était intéressant,
mais que j'ai vu aussi fonctionner à El Alto, par exemple en Bolivie, dans un des districts, le district 8, qui était l'un des premiers assez pionniers, c'est que projets éligibles étaient des projets pour soutenir la formulation des projets et mobiliser les habitants. Par exemple, la ville de Paris a mis 1 million pour soutenir certaines des associations qui pouvaient bénéficier d'argent très concret. Alors bon, c'est quand même, alors c'est de l'investissement peut-être, mais je ne sais pas comment ils l'ont recalculé, mais ça c'est vrai que, par exemple, même le travail de Voisins Malins, tu vois, c'est quand même des projets qui ont permis, et moi je l'ai vu à El Alto où les femmes étaient pratiquement illettrées, donc en Bolivie, après la fermeture des mines, eh bien, c'est avec le Paulo Freire et enfin toute cette mouvance, les ateliers qu'ils ont pu faire dans un esprit très Paulo Freire pour aider les femmes à se regrouper, pour faire leurs projets, discuter, mais ça veut dire faire de la formation, cet argent-là, ces projets ont eu un impact extrêmement intéressant. Et sans ça, les projets, ils retombent dans les mains de l'administration parce qu'ils disent les habitants ne savent pas formuler ceci, cela. Et je crois que c'est très intéressant d'avoir cette dimension comme projet soft, d'aider à la formulation de projets, qui soient des projets éligibles. Par exemple, nous on vient de finir une recherche, pourquoi les gens ne participent pas. Et c'est un projet qui a été demandé par les habitants à Molina de Segura. Donc ils ont dit, non, nous on ne veut pas d'argent pour des projets, on veut un argent de recherche pour savoir pourquoi les gens ne participent pas plus. Ça a été passionnant. Ils m'ont appelé après pour animer la recherche. On a fait ça avec 4 villes. Mais voilà, nos clients sont devenus les habitants. Et quand vous vous présentez pour dire, voilà, nous, ce qu'on croit, enfin, ce qui est sorti des recherches, c'est cela, ça les a sacrément intéressés pour qu'eux recalculent comment pouvoir mobiliser davantage ceux qui ne participent jamais ou qui participent peu. Donc, vous voyez, le budget participatif, il peut aller jusque-là. Et ça, c'est des projets plus simples à mettre en place que refaire une voirie ou des choses comme ça. Et plus intéressant, je ne peux pas dire cela, mais tout aussi intéressant. Complémentaire. Merci beaucoup. On a quelques questions en ligne. Alors, on a une question pour Estella. Quelles sont vos propositions pour renforcer l'inclusion et non renforcer les inégalités? La personne, Madame Scheren, nous donne un exemple. À Lausanne, nous nous sommes heurtés à une difficulté à construire une définition commune avec les services de la ville, alors qu'en tant qu'association accompagnant les habitants, nous observions des reproductions des inégalités sociales plutôt qu'un décloisonnement. Alors ça, c'est une grosse question. Déjà, je pense que le budget participatif, il doit être adapté au contexte et je ne pense pas que le cas de Paris peut être vraiment un cas d'étude pour Lausanne. Enfin, il y a de différentes dynamiques, je pense. Mais ce qui pourrait être intéressant dans le cas de Paris, pour moi, c'était de faire peut-être un budget participatif thématique chaque année. Par exemple, au lieu d'ouvrir le budget participatif à toutes les propositions, à toutes les thématiques, à tout le monde, de faire une année un budget participatif pour les jeunes, une année un budget participatif pour les migrants, une année un budget participatif pour les femmes, je ne sais pas. Et puis ça peut aider à canaliser vraiment tous les efforts de montage de projets, de dépôt de projets, de création dans une portion de la population qui en a plus besoin ou qu'on a identifié comme une population qui est vulnérable et qui n'arrive pas à être représentée dans la scène politique de la ville. Ça pourrait être ou de faire un budget participatif par thématique, par exemple une année un budget participatif santé, une année un budget participatif inclusion sociale, je ne sais pas. Je pense que ça pourrait aider. Et puis, dans le cas de Paris, ça, pour moi, c'était aussi une solution par rapport à cette saturation des services de la ville, des ressources humaines, parce que c'était vraiment une charge assez lourde en termes de projets. Il y avait beaucoup de projets qui venaient. Voilà.
Je ne sais pas si j'ai répondu. Et, juste, ça c'est vraiment les démarches intéressantes, c'est-à-dire par acteur ou par thème. Simplement, on vient d'avoir un atelier dans la caravane européenne et où ça réagit assez fort en disant ah oui, mais si nous on s'est mobilisé par exemple sur un des thèmes où avec les jeunes ils disent c'est pas pour arrêter l'année d'après parce que quand ça démarre ça prend plus de temps. Et donc une des conclusions qui est sortie de l'atelier c'était de dire sur une mandature par exemple c'est commencer avec le groupe les jeunes disons mais à 100%. Mais l'année d'après, ne pas perdre les jeunes, continuer avec les jeunes, peut-être avec moins de ressources, et additionner un autre groupe. Les migrants, enfin suivant les groupes qui sont classés. Et puis de rajouter un troisième acteur spécifique, et par rapport, disons, au montant total, l'argent des jeunes peut baisser, mais ils ont été reconnus, mais ils peuvent continuer. Si ça avait été, par exemple, les migrants, cela continue, mais avec moins de ressources. Donc, c'est des effets cumulatifs sociaux sur 4 ans, enfin, je ne sais pas la durée des mandats ici. Et sur les thèmes, c'est un peu ça aussi, quoi, qu'on entend souvent se dire, si on va atteindre vraiment, réduire les inégalités sociales et spatiales, c'est bien d'avoir une certaine continuité, parce que ça prend plus d'un an pour commencer à en entendre parler, que les jeunes parlent à d'autres jeunes, etc. Donc c'est exactement la ligne que décrit Estella, quoi, mais simplement avec peut-être un peu plus de cumulatif sur les années. Merci beaucoup. On a d'autres questions en ligne ? Non, pas d'autres questions en ligne. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle ? Oui. Bonsoir. Comment sont financés les budgets ? Enfin, les villes, comment elles obtiennent ces fonds par exemple, à Yvernon, je pense, c'est sur la taxe énergie du kilowattheure qui permet d'obtenir des budgets. Et puis autrement, je voulais savoir, est-ce qu'il existe des projets de budget participatif alloués à partir de monnaie locale ? Alors ça, c'était justement dans le livre sur une autre ville possible avec les budgets participatifs. On avait certaines pistes qui étaient, qu'on pense, porteuses d'autres villes et qui sont les monnaies locales, précisément, les propriétés collectives de terres, qu'elles soient coopératives, communales, style Community Land Trust, qui sont les plus radicales, disons, et puis des thèmes comme agriculture urbaine et puis l'alimentation, où il existe beaucoup de choses, et puis les budgets participatifs qui permettent de redistribuer. Et ce que l'on regarde, c'était de voir effectivement s'il n'y avait pas des ponts entre les uns et les autres, par exemple entre budget participatif et monnaie locale. Et ça, bon, quand j'habitais au Brésil, pour y avoir beaucoup, été dans plusieurs projets là-dessus, à Porto Alegre, l'idée c'était, quand j'y travaillais, on en a discuté, mais ça ne s'est jamais matérialisé. C'était de faire comme cela. C'est par exemple, si on a 10 millions d'euros, d'accord ? C'était de les transformer en monnaie locale et que l'association qui va recevoir 200 000 euros va peut-être recevoir 70% en monnaie locale pour relancer l'économie locale et le reste, on le conserve comme dans les systèmes de monnaie locale, en système de réserve. Mais que ce soit le moteur pour aussi générer de la monnaie locale ou complémentaire. Et ça, on n'y est pas arrivé. On est arrivé très près, mais après, il y a eu des changements de gouvernement, donc à la fin du gouvernement du Parti des travailleurs. Mais ça sera rediscuté maintenant. Alors, par contre, ce qui se fait, c'était par exemple à Iztapalapa, au Mexique, une ville de 2 millions d'habitants, une des plus grandes et des plus pauvres, c'est qu'eux, ils le font, et qui font du budget participatif, qui font de l'agriculture, enfin tout un tas de trucs sur les systèmes alimentaires locaux, et qui ont commencé à émettre des vouchers, donc des bons, pour permettre justement aux plus pauvres d'avoir accès à de la nourriture locale. Et ça,
ils espèrent bien, eux aussi, qu'un jour, ça va pouvoir fonctionner ensemble. Donc c'est dans l'air du temps, mais il existe un trop grand cloisonnement peut-être de ceux qui font de la monnaie locale par rapport à ceux qui font du budget participatif ou qui font de la propriété collective et du commun sur les terres. Et c'est pas facile de faire dialoguer les différents groupes, quoi, pour avoir un effet supplémentaire. Mais de mon point de vue, ça serait formidable de pouvoir transformer l'argent des budgets participatifs comme point d'entrée dans des systèmes de monnaie locale, par quartier ou par arrondissement. Mais là c'est très intéressant, mais pour l'instant, du moins, je ne connais pas d'exemple de cas significatifs, au-delà de quelques banques de travail, mais jamais très très loin. Mais c'est, à mon avis, une super idée. Merci beaucoup. Encore une question? Oui, une question. Bonsoir. Moi, j'ai une question pour Estella. Vous avez montré un camembert avec la part de projets élus retenus pour les budgets participatifs qui concernent l'espace public. Est-ce que vous pourriez peut-être un peu plus en parler, puisque nous, on travaille au service de l'urbanisme, et puis c'est vraiment... Vous avez beaucoup parlé des composantes sociales, des approches sociales de ces budgets participatifs, mais peut-être quelques mots sur ces projets d'espace public, comment les citoyens... Enfin, quel est le type de demande des citoyens, puis comment... sur quoi ils traitent, sur le verdissement, l'embellissement, la création de... Voilà, merci. Ouais, merci. Alors oui, c'est un peu ça. En fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que les projets qui concernaient vraiment l'aménagement de l'espace public étaient les plus recourants, et parfois, d'année en année, les projets ils se répétaient parce que, par exemple, il y avait des citoyens qui ne savaient pas qu'une année avant, un projet pour refaire cette place avait déjà été voté, et du coup, ils redemandaient un autre projet. En soi, c'est pas un drame, mais ça demandait à la mission budget participatif quand même de traiter ça, d'envoyer une réponse, une référence et tout. Du coup, c'était quand même un travail ajouté. Et puis, la ville s'est rendue compte qu'il y avait des thématiques qui ressortaient plus que d'autres. Et en 2019, quand j'étais à la mission budget participatif, il y avait la végétation dans l'espace public qui ressortait beaucoup. Et du coup, il y avait un mécanisme qui avait été mis en place en dehors du budget participatif, où celles et ceux qui voulaient proposer un projet qui était lié à la végétalisation, ils pouvaient demander un financement à travers ça. Du coup, les projets qui concernaient la végétalisation n'étaient plus acceptés exceptionnellement. Et maintenant, j'ai vu pour le budget participatif 2022, par exemple, il n'y a plus de projets, on n'accepte plus de projets qui sont concernés par une installation dans l'espace public, que ce soit de l'éclairage public ou que ce soit des installations de sport, parce qu'il y a un autre mécanisme qui a été mis en place. Et je pense que ça, c'est pour donner plus d'espace à d'autres projets. Après, il y avait beaucoup de projets de fresques dans l'espace public, de street art, surtout dans les quartiers populaires, parce que c'est des quartiers qui sont caractérisés souvent par des façades un peu sombres, pas intéressantes. Du coup, ça a aidé un peu à revitaliser l'espace public. Des installations de sport, j'ai mis ici. Alors, les projets espace public, le réaménagement de places, ça c'était assez souvent, la végétalisation des rues, les installations sportives dans l'espace public, les fontaines d'eau potable pour faire face à la canicule notamment, et puis le street art, c'était un peu ça les thématiques les plus recourantes. Mais comme j'ai dit, ouais, il y avait souvent des thématiques qui se répétaient, et du coup il y a d'autres mécanismes qui ont été mis en place pour répondre à ça.
Je n'ai pas répondu à une des questions qui est comment ils sont financés. Ouais, parce que c'est quand même, si on regarde budget, ça vaut quand même la peine de regarder. Donc, au départ, c'était essentiellement le budget municipal. On coupe dans le budget municipal, en particulier sur les budgets d'investissement, la part d'investissement, qui varie énormément d'une ville à l'autre. Il y a des budgets, il y a des villes où les ressources, c'est presque que du fonctionnement. Et donc, c'est des tranches très fines déjà du camembert, je ne sais pas si on doit dire camembert ou roux de gruyère, c'est quand même plus intéressant à mon avis, tout de même, et c'est beaucoup plus gros, même s'il y a des trous parfois, mais ça, j'ai jamais trop compris la différence de toute cette affaire, mais bon. Et donc, voilà, c'est pour ça que je dis pizza, comme ça, je ne suis pas en terrain. Donc, ça, c'est très souvent le cas au départ. Première génération, c'est essentiellement du budget. Mais après, vous avez, vous vous souvenez, je disais 2003, Afrique, vous avez pas mal de projets de budget participatif qui sont financés par l'aide internationale, qui petit à petit s'est mise dans le coup, en particulier par exemple l'Union européenne Afrique, qui permet de financer pas mal de projets, que ce soit au Mozambique ou au Cameroun. Moi j'observe que là, ça a influencé l'aide internationale pour qu'elle arrête de dire au pays ce qu'il faut faire, mais plutôt qu'elle mette de l'argent sur ce que les gens ont demandé. Et moi, je suis un féroce défendant de cette affaire-là, pour qu'on arrête, qu'on rajoute au système d'aide internationale une option pour que cette aide ne soit pas au nom de principes, d'agenda, etc., mais que ce soit ce que les gens proposent qui soit financé. Et ça, vous avez des villes comme Dondo, Mozambique, ou pas mal de villes du Cameroun, où ça se passe. Et donc c'est terriblement intéressant, parce que ça permet de repenser le système de l'aide internationale. Donc voilà une autre affaire, comme ça là. Alors, il y a des villes qui travaillent non seulement sur le financement du budget participatif, mais sur la fiscalité, et qui lient fiscalité et financement de projets. Par exemple, dans des villes où les ressources municipales sont très très faibles, donc très peu à faire, ils ont mis en place à Guadalajara, et puis dans toute une dizaine de villes qui appartiennent au même parti, que ne votaient que ceux qui payaient leurs impôts locaux, qui étaient pratiquement non payés. Mais c'est aussi ce qui se passe par exemple en Afrique, au Sénégal, à Ficelle, et puis d'autres villes, où le fait d'avoir introduit le budget participatif ont fait qu'il y a une propension à payer la taxe rurale, en l'occurrence, qui est un impôt qui existait, mais très peu usité, pour que le budget participatif soit un élément d'augmentation des ressources des municipalités, mais contrôlé en l'occurrence par les habitants. Donc là, c'est quand même... Et une fois qu'à Guadalajara, ils ont dit non, c'est simplement ceux qui vont payer leur impôt local sur le foncier et les habitations, qu'on pourra le faire, et bien, ça a relancé la dynamique, et maintenant ils ont élargi le vote aux autres habitants. Mais, donc ça, c'est encore une modalité. Peut-être le plus intéressant sur la durée, c'est les systèmes de cofinancement. C'est assez étonnant de voir quand un projet, par exemple en Russie en particulier, dans les anciens Sovkhoz et Kolkhoz, qui sont très très peu financés, enfin ces municipalités sont très peu financées, eh bien, à partir du moment où c'est eux qui décident, par exemple, de faire une route qui permet d'évacuer les produits agricoles, par exemple, ou de mettre des systèmes d'alerte sur les incendies qui sont dévastateurs des récoltes, eh bien, ce que l'on a constaté, c'est que les agriculteurs, les organisations qui ont pris le relais des Sovkhoz, eh bien, elles tendent à mettre pas mal d'argent, jusqu'à 50% au plus, pour financer. Parce que ce que moi j'observe, c'est que quand même baser les budgets participatifs exclusivement sur du financement public, en général, n'est jamais à l'échelle des attentes des habitants. Et penser qu'une municipalité peut toute seule le faire, c'est un peu ambitieux. À moins qu'elle soit très riche et qu'elle mette beaucoup d'argent. Mais souvent, on constate donc des apports des associations, que ce soit monétaires ou en volontariat. Par exemple, dans les zones de Cuenca, où ils font un budget participatif rural, dans 21 paroisses, ils appellent parroquias, eh bien, le 1, disons, qui est apporté par la ville,
par la municipalité de Cuenca, devient 3 en termes de valeur de projet à la fin. Du fait, par exemple, des transferts, mais du fait aussi de la réactivation de ce qu'on appelle la minga ou la minca dans les systèmes andins, qui sont donc les aides croisées. Quoi. Les gens participent, ils ont toujours participé à la réfection des canaux, au contrôle des forêts, mais en collectif. Et bien maintenant, les projets du budget participatif, la partie monétaire est là, mais le gros du travail qui va être les faire, les canaux d'irrigation, il faut un peu de ciment, ça marche mieux, etc. Et ça, c'est en Afrique la même chose. Donc vous vous retrouvez avec la vieille tradition d'entraide qui s'est réactivée, mais avec la partie monétaire qui reste quand même à la charge. Mais c'est des sacs de ciment souvent, c'est des poteaux électriques, et ça, c'est assez extraordinaire de voir que ça fonctionne. Ce qu'il y a de nouveau aussi, on citait donc les budgets participatifs nationaux ou régionaux, c'est que, par exemple, je recite la Russie, et ça c'est un aspect qu'on connaît mal de la Russie quand même, surtout dans les zones rurales, c'est que c'est le ministère des Finances qui a un assez gros budget, c'est pareil en Ouzbékistan par exemple, et qui a un assez gros budget, et ou en Angola plus récemment, il vient d'avoir une loi sur cette affaire-là, c'est au niveau du ministère des Finances ou du gouvernement central qu'il y a des ressources qui sont redistribuées vers les régions et des régions vers les villes ou directement dans les villes. Donc vous avez des systèmes qui deviennent nationaux. Ça, c'est une innovation très intéressante. Et puis, pour terminer sur cette affaire des financements, vous avez des villes qui se servent du budget participatif pour être une espèce de starter, de démarrage, quoi. Et par exemple, quand les projets deviennent assez fréquents, qui se renouvellent, par exemple dans des budgets scolaires, au Portugal, ils voulaient dans les écoles plutôt rurales, qui n'étaient pas équipées en ordi, en salle d'ordinateur, écran et tout ce bazar, eh bien, il y a eu une première demande, et puis l'année d'après, il y en a eu une deuxième, et puis ensuite, la mairie a décidé d'intégrer ça dans ses politiques. Et donc les 28 écoles ou 29 ont toutes été équipées. Donc si je regarde le budget participatif sur les quelques années, sur lesquelles j'ai travaillé plusieurs années, eh bien, parce que ça, on n'avait pas pigé, eh bien, ça faisait 1 million, mettons. Budget participatif, 120 000 par an, une douzaine de projets. Et puis, quand on a commencé à regarder ce qui est devenu politique publique, du fait de l'éclairage donné par les budgets participatifs, eh bien, c'était 2 millions qui ont été investis dans les écoles, sur des questions qui étaient transversales. Et donc là, si l'équipe du budget participatif sait bien faire son travail, elle va voir le département, la direction chargée ou le maire, en disant, bon, ça, il faut les sortir du budget participatif, un peu ce que s'est passé sur l'agriculture urbaine, qui était éligible à Paris, et du fait de son intérêt, est devenu le programme pariculteur, donc tu as juste un peu abordé, mais quand vous regardez le budget de pariculteur par rapport au budget du budget participatif, c'est ce que j'appelle moi les effets indirects du budget participatif, les effets d'entraînement. Et c'est assez significatif dans pas mal de cas. Et c'est bien évidemment ça qu'il faut essayer de faire. C'est délester les budgets participatifs pour que ce soit des champs d'innovation et en faire des amorceurs, je ne sais pas si c'est le terme, si ça existe, mais que ce soit un effet d'amorce pour enrichir les politiques publiques. Et donc les vendre en quelque sorte en disant voilà, ça ne peut pas être porté par le budget participatif. Et le cas de l'agriculture urbaine à Paris, qui a été ressorti des projets éligibles, est tout à fait là pour le montrer. Vous voyez, vous avez 1000 secteurs, vous avez du crowdfunding aussi pas mal, dans pas mal d'endroits. Je ne sais pas comment on dit en Suisse, vous utilisez le mot anglais, crowdfunding, qui sont proposés et qui marchent assez bien et qui font du bon cofinancement. Donc là, c'est tout un secteur qui est complètement sous-étudié, totalement. Pour trouver des trucs intéressants là-dessus, c'est vraiment difficile. Mais qui sont, quand vous allez sur le terrain, des sujets tout à fait concrets et avec lesquels on peut faire pas mal de belles choses, quoi. Donc, peut-être à regarder de plus près. Merci beaucoup pour vos interventions, pour les réponses très riches à toutes ces questions. Puis je pense qu'il y aura un effet d'entraînement de cette conférence sur nos réflexions sur le budget participatif à Yverdon, vraiment. Et puis on peut vous applaudir, je crois, avant l'apéro. Merci.